présenter d'une autre façon en utilisant ce système de vidéoconférence. Donc, l'intitulé, c'est les pathologies générales du sujet âgé. Donc, vous savez que l'âge de l'individu, il est divisé en trois parties. Vous avez l'enfance, vous avez l'adolescence, vous avez l'âge adultère et le vieillissement. Donc, pendant le troisième âge, donc on parle des individus de troisième âge, ils sont exposés à plusieurs pathologies. Donc, ces pathologies, ils se développent par rapport à plusieurs facteurs. Il y a des facteurs qui sont liés au vieillissement, il y a des facteurs qui sont liés au changement métabolique, il y a des facteurs qui sont liés au changement, beaucoup plus changements hormonaux. Donc, dans cette partie, on va avoir trois syndromes. Le premier syndrome, c'est la polyarthrite rhumatoïde. Le deuxième syndrome, c'est un syndrome neurologique qui est l'Alzheimer. Et dans l'Alzheimer, on va avoir une sous-chapitre qui est la démence. Donc, comme vous voyez, bon, vous avez automatiquement sur vos écrans, donc l'introduction, avec l'âge, l'individu se trouve exposé à plusieurs pathologies générales qui passent de légères ou lourdes, qui méritent une attention particulière lors de la prise en charge de ces sujets âgés. Donc, vous avez le diabète, vous avez l'HTA, les cardiopathies, les polyarthrites rhumatoïdes, l'Alzheimer et la démence. Aujourd'hui, je vais vous présenter que trois pathologies, donc la polyarthrite rhumatoïde, l'Alzheimer et la démence. On va commencer avec la polyarthrite rhumatoïde comme définition. Donc, c'est une partie du rhumatisme. D'habitude, on a l'habitude de parler de rhumatisme articulaire. La polyarthrite rhumatoïde, c'est la forme la plus fréquente du rhumatisme. C'est une pathologie inflammatoire chronique. C'est une maladie auto-immune qui se développe beaucoup plus par poussée, c'est-à-dire elle passe par une phase de repos, une phase d'activation. Et cette installation progressive conduit, en absence de traitement ou bien avec un diagnostic tardif, à des déformations, voire une destruction des articulations atteintes. Donc, les causes de cette polyarthrite rhumatoïde, généralement, l'éthiopathogénie, elle n'est pas déterminée de façon exacte, mais parmi les causes qui ont été citées dans la littérature, on pense que l'environnement, le facteur génétique et les facteurs hormonaux, ils sont incriminés. Je parle du facteur hormonal, c'est une polyarthrite qui a été beaucoup plus observée chez les femmes par rapport aux hommes. Le facteur génétique, la même chose, il a été incriminé c'est une polyarthrite, elle a été constatée chez plusieurs membres d'une même famille. Et le facteur environnemental, c'est par rapport au régime alimentaire, la nutrition, l'exposition au stress, le tabac, ou bien tout ce qui est aussi professionnel. Donc, la prévalence, c'est une pathologie, elle touche à peu près 0,5% à 1% de la population. Elle est 2 à 3 fois beaucoup plus importante chez les femmes par rapport aux hommes. Deuxième syndrome, juste en revenant à la polyarthrite rhumatoïde, actuellement, cette pathologie a une relation de cause à effet de cette pathologie avec la maladie parodontale. C'est-à-dire les patients qui souffrent de la polyarthrite rhumatoïde, ils développeront beaucoup plus de maladies parodontales par rapport à d'autres. Pourquoi? Parce qu'il y a la bactérie qui est la Prevotella intermédiaire, elle a été très fréquemment rencontrée chez les sujets atteints de polyarthrite. D'accord. Revenons à un deuxième syndrome qui est un syndrome neurodégénératif, c'est l'Alzheimer. C'est la maladie du siècle. C'est la maladie qui est spécifique au vieillissement parce que cette notion de vieillissement des neurones ou bien destruction progressive des neurones, c'est une pathologie neurodégénérative donc, qui est causée essentiellement par la destruction progressive et réversible des neurones qui a comme conséquence, quand une fois elle s'installe ou bien elle touche l'individu, cette pathologie d'Alzheimer, il y a cette perte des fonctions mentales et notamment de la mémoire. C'est la forme la plus fréquente de la démence chez l'être humain. Elle a été décrite essentiellement par l'allemand Alois Alzheimer en 1906. Donc, cette pathologie, pourquoi on est en train de décrire cette pathologie? Parce que c'est une pathologie du siècle. Quand on prend généralement nos malades, on relie prise en charge parodontale avec les sujets âgés. Donc, il faut faire très attention et placer votre patient dans un cadre bien déterminé. Est-ce qu'il a un problème neurologique bien déterminé? Est-ce qu'il ne souffre d'aucune pathologie pour pouvoir par la suite communiquer, pour pouvoir poser pas mal de diagnostics ou bien il faut qu'il soit présent, il faut qu'un tuteur soit présent avec lui. Donc, la maladie d'Alzheimer, les causes, elles sont très diverses. Donc, il y a plusieurs causes, mais beaucoup plus, c'est le vieillissement. Donc, la première raison, c'est pour ça elle est spécifique au troisième âge, c'est l'âge, d'accord. Deuxièmement, les patients qui font beaucoup plus d'HTA, c'est-à-dire accidents
cérébrales, soit hémorragiques ou bien ischémiques, sont beaucoup plus exposés à l'Alzheimer par rapport à d'autres sujets. Les sujets avec hypertension artérielle, la même chose. Les patients avec un problème de cholestérol qui n'est pas équilibré, les sujets diabétiques aussi sont des sujets et présentent des facteurs de risque pour développer l'Alzheimer. Donc, il y a aussi certains produits toxiques, d'accord, qui peuvent induire à long terme, comme par exemple les patients qui ont été exposés à l'amiante, soit dans leur entreprise ou bien dans les maisons construites par l'amiante, à base de l'amiante, ils peuvent développer l'Alzheimer à long terme. Il y a aussi le facteur génétique qui a été incriminé, mais ça reste un facteur, le facteur, il reste encore, n'est pas encore, c'est-à-dire sa relation avec l'Alzheimer n'est pas encore déterminée. D'accord. Actuellement, il y a relation Alzheimer et maladie parodontale, donc elle vient d'être évoquée dans le cadre des pathologies générales et maladies parodontales. Donc on a l'habitude de voir, on a parlé maladie générale, maladie parodontale. Des questions? Ah, d'accord. Et il y a des gens qui écoutent. Il y a des... Ah, d'accord. Ah, d'accord. Je peux tout à l'heure répondre ou là en même temps? Je peux répondre en même temps. Ah, d'accord. Et là, je réponds ou par écrit. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ok, ouais, ça va, ça va. Voilà. Donc, on est arrivé à aux causes d'Alzheimer. Donc, si on va faire un petit récapitulatif, donc l'Alzheimer est lié spécifiquement au vieillissement. Il y a des pathologies d'ordre général qui peuvent induire ou bien favoriser l'apparition de cette pathologie, comme le diabète, l'hypertension, l'hypercholestérolémie. Il y a des expositions aux produits. Le facteur génétique, je viens de dire que c'est un facteur il a été précisé dans la littérature, mais la relation cause-à-effet n'a pas été déterminée de façon exacte. Actuellement, il y a une étude très récente en 2019, la relation entre l'Alzheimer et la maladie parodontale. Pourquoi je suis en train à chaque fois d'essayer de reprendre la partie pathologie maladie générale liée à la maladie parodontale. Donc, la maladie, donc, ils ont trouvé que chez les patients porteurs d'Alzheimer, il y a perforamina gingivalis et Prevotella intermia et l'agrégatibactère, le taux était très élevé chez ces sujets. C'est pour ça qu'il y a une relation de cause à effet entre ces pathologies. C'est-à-dire le malade qui souffre d'Alzheimer, automatiquement, si on va faire un examen bucco-dentaire ou bien parodontal détaillé, on aura automatiquement le problème de la maladie parodontale. Vous vous rappelez, lorsqu'on a l'habitude de parler de la pathologie médicale en parodontie, toutes les pathologies qui sont en relation avec la maladie parodontale, en commençant par le diabète, en allant vers les grossesses, les accouchements prématurés, les nouveau-nés avec un faible poids. Il y a les maladies cardiovasculaires qui sont liées aussi à la maladie parodontale. Il y a récemment la polyarthrite rhumatoïde qui a été directement liée aux maladies parodontales. Et plus récemment, il y a une autre pathologie dans le cadre neurologique qui a été rajoutée à l'ensemble des pathologies générales qui sont responsables d'induire ou bien de provoquer une maladie parodontale. Vous vous rappelez aussi, il y a les maladies dermatologiques qui ont été hématologiques, dermatologiques, hématologiques et des pathologies auto-immunes. Donc, la prévalence de l'Alzheimer, avant de commencer la présentation de l'Alzheimer, j'ai utilisé un terme, c'est la maladie du siècle.
c'est-à-dire c'est une pathologie qui est devenue très fréquente dans le monde, d'une répartition inéquitable entre les pays et entre les continents, mais tout pays est exposé à l'Alzheimer. Avant, l'Alzheimer, c'était lié à l'âge. On a pensé qu'à partir de 60 ans, le patient, automatiquement, en présence des facteurs qui ont été signalés, développera tôt ou tard l'Alzheimer. Par la suite, il y a eu un premier cas qui est apparu en 89 en France d'une patiente âgée de 40 ans, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec 60 ans, atteinte d'Alzheimer. La problématique de l'Alzheimer, c'est le diagnostic tardif, c'est-à-dire le patient, quand on le récupère tardivement. Et un patient qui nécessite une prise en charge pluridisciplinaire et nécessite l'intervention du médecin traitant, d'un accompagnateur, c'est-à-dire la famille, elle doit être responsable d'une part de la charge de ces patients atteints de l'Alzheimer, du médecin traitant, du médecin psychologue. La problématique au début, c'était le diagnostic. On n'arrive pas à diagnostiquer l'Alzheimer, c'est-à-dire tout patient, quand il se présente, c'est le vieillissement et l'âge. On a dans un autre sens, on dit kber, ça y est, kber. Mais la problématique, c'était qu'il y a un tableau clinique qui est spécifique avec des signes cliniques bien précis. Des signes cliniques bien précis, donc premièrement, perte de raisonnement, perte de mémoire. Donc il y a des 5 signes, c'est-à-dire le malade, il ne se rappelle pas de ce qu'il a mangé hier. Le malade, il ne se rappelle pas de la journée d'aujourd'hui. Par exemple, quand on le réveille, on lui demande de savoir, c'est-à-dire on lui demande quel jour on est, il ne se rappelle pas. Il oublie quand il place un objet quelque part, c'est-à-dire dans un endroit, il l'oublie carrément, c'est-à-dire il prend un temps de 5 à 10 minutes de recherche, alors que ça se pourrait l'objet, il est juste en face de lui, d'accord. Et par la suite, c'est une atteinte et destruction progressive. Je viens de dire une destruction progressive. Donc, ça commence par la perte de la mémoire. Après, ça passe à la perte du raisonnement. Après, ça passe par le calcul. Là, le patient n'arrive plus à calculer. Et là, jusqu'à cette destruction totale et l'effacement du passé et l'effacement du présent. C'est-à-dire, le malade ne se rappelle plus de les souvenirs. C'est-à-dire, il n'a plus rien. Et actuellement, c'est-à-dire, il vit le jour au jour. Le cerveau, il est capable d'enregistrer des informations du 24 heures, pas au-delà de 24 heures. Et là, c'est la problématique dans la prise en charge de ces patients, aussi bien sur le plan médical que sur le plan bucco-dentaire. Parce que dans un autre service, on reçoit beaucoup de patients qui sont accompagnés d'un accompagnateur de leur famille. Ils souffrent d'un problème, une douleur dentaire, un abcès dentaire, une rage de dents. Et généralement, les patients atteints d'Alzheimer, comme on les met sous traitement, des psychotropes et des traitements un peu forts parce qu'il faut un traitement d'attaque de fond, donc ils développeront beaucoup plus des trismus. Vous savez, le sujet, il est âgé, il est fragile, il y a la nutrition qui diminue avec l'âge. Plus lorsque le trismus s'installe, automatiquement, cette nutrition, l'alimentation, elle devient de plus en plus réduite. C'est pour cette raison, quand il se présente au service, il faut avoir le diagnostic exact. Quand on apprend que le malade il a l'Alzheimer, là, ce n'est pas la peine de s'adresser au patient, ni demander les antécédents médicaux, les antécédents bucco-dentaires, il faut s'adresser directement au tuteur. Et aussi, il faut faire le diagnostic immédiat, c'est-à-dire au moment de la consultation. Il faut tenir compte aussi de la quantité de traitement prise par ces patients pour une petite récupération et pour une activation de la mémoire. D'accord? Donc, c'est pour cette raison que c'est un syndrome. Et c'est un syndrome, le malade, il peut passer par l'Alzheimer. Parce que la conséquence de l'Alzheimer, la conséquence la plus importante de l'Alzheimer, c'est l'isolement. L'isolement, le malade, lorsqu'il n'arrive plus à communiquer avec l'extérieur, comment on communique? On communique avec nos souvenirs, on communique avec nos histoires, on communique avec notre passé, on communique avec notre présent. Par contre, le patient d'Alzheimer, c'est un patient page blanche. Et ça, c'est le terme, c'est une page blanche. C'est-à-dire, il n'a rien, c'est-à-dire tout est effacé. Malheureusement, c'est incurable et progressif et irréversible. C'est ces 3 termes qui font mal. C'est pour cette raison que l'Alzheimer nécessite une prise en charge spéciale, une participation pluridisciplinaire, même sur le plan bucco-dentaire. Je vous ai dit, je suis en train de parler sur le plan général, mais sur le plan bucco-dentaire, il faut programmer des séances. Il faut savoir, parce que l'Alzheimer, ça passe par des stades, stade 1, stade 2, stade 3 et stade 4. Donc, l'assistance, généralement, les patients,
lorsque la personne souffre d'Alzheimer, la prise en charge à la maison, elle est difficile. C'est pour ça que la majorité, ils sont mis dans des centres. Je ne parle pas ici en Algérie, dans des centres où il y a cette notion de une reprise cognitive, c'est-à-dire récupération des activités en groupe, c'est-à-dire rééducation mentale, donc juste pour pouvoir récupérer le malade et le mettre dans notre récupérer et le récupérer définitivement. Donc, pour les symptômes, moi j'ai précisé que les symptômes, comme vous avez remarqué sur le diapo, c'est à partir de 65 ans. Non, actuellement, l'âge il est encore beaucoup plus avancé, donc on peut avoir l'Alzheimer à partir de 30 ans, à partir de 35 ans, à partir de 40 ans. Cette prévalence d'âge n'est pas, c'est-à-dire applicable en ce moment, vu qu'il y a une diversification dans les facteurs de risque. L'environnement, il est incriminé, le tabac incriminé, le stress intense dont on souffre, la même chose, il est incriminé. Donc, c'est pour cette raison, il y a un changement des facteurs de risque. C'est pour cette raison que la prévalence, elle a changé. Donc, on parle plus de 65 ans, donc ça peut être encore plus jeune. Donc, on peut l'avoir la maladie encore plus jeune. Donc, la maladie d'Alzheimer n'est pas une conséquence normale du vieillissement. C'est-à-dire, c'est pas systématique. C'est-à-dire, si j'ai 65 ans, automatiquement, j'aurai l'Alzheimer. Non. Si j'ai 70 ans, automatiquement, j'ai l'Alzheimer. Non. Mais si en présence de facteurs que je viens de citer, plus l'âge, probablement, je développerai l'Alzheimer. Donc, la maladie d'Alzheimer, elle touche environ 26 millions de personnes dans le monde en 2005. Et on pense que cette prévalence, elle va être 4 fois beaucoup plus importante en 2050. D'accord? Donc, vous regardez, en 2050, ça sera beaucoup plus de patients atteints d'Alzheimer. Juste pour la prévalence par rapport à la région. Donc, lorsqu'on donne la prévalence, c'est par rapport à l'âge, par rapport au sexe et par rapport à la région. Le sexe, donc, elle touche, c'est-à-dire de la même fréquence, les hommes que les femmes. C'est-à-dire, il n'y a pas une prédominance du sexe masculin par rapport au sexe féminin. Ça aussi, c'est important. Ça, c'est par la prévalence. Par rapport à la région, toutes les régions du monde, c'est-à-dire tous les pays du monde sont touchés, sans exception. Tous les pays sont touchés, c'est-à-dire les pays qui ont une tranche d'âge troisième âge élargie, ils sont exposés à l'Alzheimer. Nouveau participant. Est-ce non. Accepter la madame, produit toxique comme quoi. Je réponds tout à l'heure, là, je réponds maintenant. Ah, d'accord. Acceptez-les, madame, acceptez-les, madame, produit toxique. Voilà, donc, avant de terminer, je viens de voir, il y a des questions. Désolée pour le retard de ces questions. Voilà, il y a une étudiante qui a mentionné, madame, produit toxique comme quoi. Généralement, j'ai donné l'exemple de l'amiante. L'amiante, généralement, c'est un produit toxique, généralement est très fréquent dans les entreprises ou bien dans les constructions, dans les bâtisses. C'est un produit qui est incriminé en cancérologie et incriminé aussi dans les pathologies dans l'Alzheimer. D'accord? Ça, c'est un produit toxique, comme par exemple les gens qui sont exposés dans les entreprises en acide, par exemple, l'ammoniac, c'est un produit toxique. D'accord? Donc, tous ces sujets peuvent, à long terme, lorsqu'on leur demande le passé professionnel, donc ils sont exposés à l'Alzheimer, c'est-à-dire en relation. Quelles sont les deux bactéries les plus présentes chez les sujets, s'il vous plaît? Vous avez Prevotella intermedia, d'accord? Actinobacillus actinum, c'est une comitance, ou bien on parlait de A1 actuellement, c'est l'Agrégacibacter. Et vous avez le Porphyromonas gingivalis. C'est les 3 bactéries, pas 2 bactéries, 3 bactéries qui sont directement en relation. On les a rencontrées avec une fréquence très importante chez les patients atteints d'Alzheimer. Alors, quels sont les facteurs en plus de l'âge qui induisent l'Alzheimer? Donc, l'âge, je viens de dire tout à l'heure, il n'y a pas une relation de causalité entre là, c'est-à-dire j'ai 65 ans, automatiquement je développerai l'Alzheimer.
il faut la présence de plusieurs facteurs de risque environnementaux qui favorisent ou bien qui aggravent ou bien qui prédisposent le sujet à l'Alzheimer. Par exemple, vous avez le sujet s'il a été exposé à un problème d'accident cérébral, et que ce soit hémorragique ou ischémique. Vous avez le sujet diabétique. Vous avez, par exemple, l'HTA, le malade qui souffre de l'HTA. Le sujet traumatique, s'il a subi un accident traumatique au niveau du cerveau, par exemple, au niveau du crâne, donc des antécédents, s'il a développé un hématome, s'il a fait une chute, il y a un hématome qui persistait, qui n'a pas disparu et sans séquelles sur d'autres plans, donc automatiquement, ces sujets, ils sont beaucoup plus exposés à l'Alzheimer en plus de l'âge. L'ammoniac. L'ammoniac, c'est un produit de base dans l'usine, par exemple, Fertial ou bien Asmidal. L'ammoniac qu'on utilise pour les plantes. C'est un produit qu'on utilise pour les plantes, mais avec des concentrations qu'on utilise pour des machines, c'est ça. L'ammoniac et l'amiante. Vous avez l'amiante. Pour les constructions, c'est une forme d'une couche. Avant de construire des bâtisses, ils placent le mur, enfin, le ciment, par la suite, ils placent l'amiante et par la suite, ils font la construction définitive. C'est ça l'amiante. C'est un produit blanchâtre, très toxique. Actuellement, en Algérie, toutes les constructions à base d'amiante vont être détruites ou bien elles sont en phase de destruction parce que c'est un sujet cancérogène. Et j'étais beaucoup plus, avant, c'était les écoles. Pourquoi on a constaté que le produit, c'était au niveau des écoles. Les écoles, ce produit, il est très fréquent dans les constructions des écoles. D'accord? Alors, l'ammoniac NH3. Voilà, l'ammoniac NH3 à tout le monde. Et l'amiante. Voilà. Une minute. Voilà. Donc, automatiquement, vous allez me poser la question, pourquoi on parle de l'Alzheimer en parodontie? Alors, quels sont les... Voilà. Pourquoi on parle de l'Alzheimer en parodontie? Pourquoi, par exemple, le cours de l'Alzheimer n'a pas été enseigné par le service de psychologie? Vous ne trouvez pas? Ou bien le service de neurologie? Vous ne trouvez pas que ça aurait pu être beaucoup plus facile? D'accord? Mais non, bon, on a pris le cours, la responsabilité d'enseigner le cours pour vous parler de cette relation Alzheimer et maladie parodontale. C'est une étude très récente, très récente. Elle a été réalisée en 2019 aux États-Unis. Ils ont rencontré que les patients atteints de l'Alzheimer ont beaucoup plus de maladies parodontales. C'est-à-dire, ça c'est pour inciter les gens à prendre conscience de la santé bucco-dentaire et la santé parodontale, c'est-à-dire depuis le jeune âge, pour éviter à long terme, pour éviter que ce soit la maladie parodontale un des facteurs de risque de l'Alzheimer. C'est pour cette raison qu'on a essayé actuellement, il y a des études dans ce sens, ils essaient de démontrer la relation est-ce que la maladie parodontale est un facteur de risque ou pas. D'accord? C'est pour ça que j'ai pris le cours pour l'enseigner, c'est par rapport à ça. Et actuellement, on a constaté qu'on reçoit beaucoup de patients dans notre service qui viennent consulter. Et quand ils commencent à parler, et nous, on n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à classer le patient. C'est pour cette raison, il faut toujours avoir à l'esprit cette notion de pathologie qui est très fréquente en Algérie, comme dans le reste du monde, qui est l'Alzheimer. C'est une relation cause à effet. Oui, on essaie jusqu'à maintenant. Si on a eu des cours de psychiatrie et un des cours était l'Alzheimer. Si on a eu des cours de psychiatrie et un des cours, c'est bien. Il y a une étudiante qui a mentionné on a eu un des cours de psychiatrie et un des cours était l'Alzheimer. C'est bien. J'aurais aimé que donc automatiquement, ça sera juste un complément du cours ou bien un travail de collaboration ou bien vous allez vous-même constater parce qu'eux, ils vont le prendre sur le plan beaucoup plus analyse psychologique et nous sur le plan beaucoup plus thérapeutique et approche diagnostic des patients. D'accord? Donc, c'est une relation cause à effet. Oui, l'étude qui a été réalisée aux États-Unis en 2019, et le travail il a été publié, il a été placé par une résidente, il a été présenté par une résidente dans un congrès ici en neurologie, relation maladie Alzheimer et maladie parodontale. D'après l'étude qui a été réalisée aux États-Unis, il y a une relation de cause à effet. Mais vous savez, pour pouvoir être sûr, il faut plusieurs études dans ce sens. Mais déjà, l'ébauche, elle est là. La maladie parodontale, si elle n'est pas traitée,
si elle n'est pas traitée à long terme, elle participera à exposer le patient à l'Alzheimer. On a fait ce cours en psychiatrie. Voilà, c'est bien, c'est bien. Le cours en psychiatrie, c'est bien. Mais c'est juste pour vous dire, ça a été fait en psychiatrie, oui, c'est bien. Une minute. C'est bien. Qu'en pensez-vous du cours de la psychiatrie? Vous savez, l'Alzheimer, c'est quoi? C'est la peur, c'est la peur, c'est le drame de toute famille et c'est la peur de tout sujet âgé. Déjà, quand on commence à oublier, on vous disait, j'ai pas l'Alzheimer, j'ai pas l'Alzheimer, parce que c'est très grave d'avoir l'Alzheimer. On peut mourir sans connaître aucun membre de sa famille. On peut mourir, c'est-à-dire l'individu, il peut mourir, il ne connaît pas ni sa femme, ni ses enfants qui sont autour de lui. Et c'est très malheureux. C'est pour cette raison que je suis en train de dire, si on commence à prendre conscience de cette pathologie et on commence à traiter un âge jeune, on prend par exemple, non, à long terme, je ferai une prothèse, avec l'âge, je vais faire les extractions et remplacer avec une prothèse, mais je préfère dès maintenant prendre une prise de conscience de la relation maladie parodontale et l'Alzheimer. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, c'était un très bon cours, mais on n'a pas traité en détail la relation avec la parodontologie. C'est bien, c'est bien. Impossible qu'elle vous traite la relation en parodontologie parce qu'elle elle prend l'entité le cours par rapport à un syndrome neurologique traité dans leur service. D'accord? Quand une pathologie est médicale. Mais nous, là, je vous ai donné la partie médicale ou bien la partie neurodégénérative, mais c'est beaucoup plus pourquoi elle est enseignée. J'essaye de vous trouver la relation avec la maladie parodontale. Effectivement, il y a une relation avec la maladie parodontale. C'est pour cette raison que les malades, il faut les prendre au petit soin, il faut les prendre en présence d'un accompagnateur, parce qu'il y a cette notion d'histoire de la maladie qui ne pourra jamais vous la raconter. Donc, c'est pour cette raison que j'essaye de vous donner la relation, de vous parler de la relation l'Alzheimer et la maladie parodontale. C'est bon. Voilà, donc concernant le cours, il nous reste dans la programmation 5 minutes, mais il nous reste un chapitre assez important. Vous restez en ligne, d'accord? Vous restez en ligne. On terminera avec la démence. Donc, j'ai juste une question. Il y a une question qui a été mentionnée. C'est vous pouvez répéter les 3 bactéries, s'il vous plaît. Vous avez Porphyromonas gingivalis, Bacillus actinomycetes comitans, ou bien Aggregatibacter. Vous vous rappelez qu'on a l'habitude de dire le AA. Et Prevotella intermedia. Cette fameuse Prevotella intermedia qui est évoquée actuellement en Covid-19. Vous vous rappelez actuellement, il y a des études qui incriminent, qui expliquent le Covid-19 par rapport à la présence de Prevotella intermedia. Donc, c'est une bactérie très présente en bouche et très présente au niveau du système digestif beaucoup plus intestinal. Est-ce qu'il y a un traitement ou bien une méthode pour lutter contre cette maladie? Donc, un traitement ou bien une méthode. Le traitement, la méthode pour lutter contre cette maladie. On ne peut pas lutter contre la maladie, c'est-à-dire à prévenir son installation. Prévenir son installation, ici en Algérie, il n'y a pas des centres spécifiques pour le 3e âge. En Europe, par exemple, à partir du 3e âge, il y a des centres de rééducation, des centres d'accompagnement, d'accord? Il
font des activités pour activer l'intelligence et maintenir l'intelligence de l'individu, activer les neurones, parce que vous savez qu'il y a un vieillissement, tout vieillit avec l'individu, même les neurones, mais il leur faut des stimulations. Il y a des centres de stimulation, il y a des centres du sport, il y a des centres d'activité sportive, de natation. Vous les voyez dans les émissions généralement pour le bien-être de l'individu. Troisième âge, c'est pour le bien-être. Lorsque vous mettez votre patient de troisième âge dans ces conditions, automatiquement, vous luttez contre l'apparition de la pathologie. Par contre, ce n'est pas le cas chez nous. Comme chez nous, ce n'est pas le cas. Donc, le malade, il a un autre mode de vie à troisième âge, il ne travaille plus, il est à la retraite, il se retrouve déjà, la journée, elle est libre, la journée, elle est longue, il n'a rien à faire. Et là, ça commence les conséquences et les problématiques et l'isolement et l'exposition à l'Alzheimer, il développera automatiquement parce qu'il ne fait rien du tout dans la vie. Donc, il a l'impression d'être inutile. Par contre, ailleurs, il récupère le malade après qu'il quitte le foyer, plutôt le domaine professionnel, il le récupère, il le place dans un autre domaine, c'est-à-dire il passe d'un monde à un autre monde, et là commence cette notion d'activation, des stimulations, des séances d'hypnose, des séances de yoga pour les troisième âges pour qu'ils restent en vie. Vous les voyez, ils leur font des trucs, des activités, des excursions, des déplacements. Ce n'est pas le cas chez nous. Tous ces moyens sont mis à la disposition de cette troisième génération pour prévenir l'apparition de la pathologie. D'accord. Il y a les jeux aussi, il y a les jeux interactifs, il y a les jeux plutôt d'intelligence. Ils les traitent comme des petits enfants dans l'apprentissage de la langue, l'apprentissage des gestes, l'apprentissage. Ils le récupèrent, ils les traitent. Ici en Algérie, on n'a pas cette opportunité. C'est pour cette raison, même pour le diagnostic de nos patients, je suis certaine, il y a des patients, des vieux ou bien des vieilles qui meurent sans savoir qu'il a l'Alzheimer. Parce qu'on pense qu'il a fait une dépression, il a été délogé, il n'a pas été reçu par son enfant, il a des problèmes sociaux, problèmes sociaux. Hop, là, par la suite, on perd le malade. C'est-à-dire, on perd le malade. C'est pour ça, même la durée de vie là-bas, elle n'est pas comme ici en Algérie. Alors, l'activité mentale, telle la lecture, les jeux, etc., ralentit. Oui, elle active. Elle active. Il est malade, juste une petite. L'activité mentale, telle que la lecture, les jeux, etc., ralentissent. Pas ralentissent. C'est votre malade, il est atteint de l'Alzheimer. Donc, il y a une thérapie, il y a un protocole thérapeutique bien déterminé, en collaboration pluridisciplinaire. Par contre, s'il n'a pas, et votre sujet est là au troisième âge, la lecture, les journaux, les livres, les jeux, les activités, les conversations, les visites, les déplacements, les sorties, le sport. Et là, c'est pour ça, ailleurs, ils font une diversification des activités. Là, ici, on n'a pas cette possibilité. Troisième âge, vous restez, vous faites de la prière, la mosquée, la mouza, la mosquée, la plaisance, hop, par la suite, c'est cimetière. Donc, c'est ce qu'il y a le problème. Donc, l'Alzheimer a une courbe d'évolution, mais les médecins donnent des médicaments pour ralentir la courbe. Non, les médicaments, ce n'est pas pour ralentir, parce que la destruction